Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences, les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et nous sommes aujourd'hui à Aubenas avec deux étudiants en BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole Olivier de Serres, Noé et Anthony. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais vous poser une question simple, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce BTS de Gestion et Protection de la Nature ? Moi personnellement, je viens d'une filière professionnelle qui s'appelle Gestion des milieux naturels et de la faune, que j'ai faite dans le Puy-de-Dôme. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me passionner pour le naturalisme. Et ensuite, je me suis dirigé vers l'Ardèche pour mon BTS, parce que j'avais été accepté là-bas et puis que c'était un département qui m'attirait beaucoup. Et moi, me concernant, j'ai toujours été passionné par la nature, ou en tout cas depuis vraiment très très jeune. Et je voulais du coup faire mes études et agir pour la préservation de cette nature et de la biodiversité. Et donc j'avais le choix entre m'orienter vers un cursus plutôt universitaire, faire une licence puis un master, ou faire une formation un peu plus concrète avec beaucoup plus de terrain, du coup le BTS GPN, et ensuite rattraper ce cursus universitaire. Et donc moi c'est vraiment ce que je compte faire, et du coup j'ai vraiment choisi ça pour l'aspect terrain. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par là, mais finalement c'est quoi finalement le BTS Gestion et Protection de la Nature ? Qu'est-ce que vous apprenez et vous apprenez à devenir quoi finalement ? Le BTS, c'est donc Gestion et Protection de la Nature. Et dans ce BTS, on apprend énormément de choses. On apprend la biologie, on apprend à faire de l'aménagement, de la concertation territoriale. Et puis pour compléter, je dirais que c'est vraiment pour être... l'objectif à la fin du BTS, c'est d'être technicien. Donc en fait, on apprend à mettre en place des protocoles, des inventaires, à évaluer rendre compte de l'état d'un milieu, dire s'il est en bon état de conservation ou non. Il y a des capacités d'identification qu'on apprend aussi, par exemple au niveau des plantes. Et il y a aussi tout un volet, donc comme a dit Noé, concertation avec les différents acteurs pour des conflits d'usage, parce que sur les sites naturels, il y a différents acteurs, il faut concilier tous les usages pour que ça fonctionne. Et il y a aussi toute une partie animation, nature, donc sensibiliser le public à cette nature pour qu'il ait aussi envie de la préserver et qu'il ouvre les yeux sur tout ce qui nous entoure. Tu as parlé aussi de protocoles, d'inventaire, peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste ? Ça c'est plus au niveau de la gestion du coup. On passe sur un tout autre volet où on doit donc apprendre à reconnaître des espèces en milieu naturel. Parfois dans certains taxons comme les reptiles, c'est des espèces qui partent très vite, donc il faut savoir les reconnaître très rapidement. Et puis on apprend donc des protocoles, donc c'est des trucs qui sont normés, qui sont légèrement modifiables selon le contexte, et donc qui permettent d'atteindre un certain but. Par exemple, des protocoles comme le POP reptile ou le POP amphibien, qui permettent donc d'avoir une idée assez exhaustive du potentiel reptile amphibien qu'on peut avoir sur un terrain donné. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères à respecter, c'est ça, et le faire dans une chronologie donnée pour que les données soient enregistrées et renseignées dans un
Ouais, c'est ça, et surtout aussi voilà, que ça soit vraiment quelque chose de standardisé et comparable. On a aussi des inventaires, du coup là il y avait les inventaires, les protocolés reptiles, amphibiens. On a aussi des protocoles à suivre pour évaluer la qualité d'un milieu. Par exemple, les ripisylves, on va regarder la largeur de la ripisylve, si elle est régulièrement inondée, la diversité d'espèces d'arbres qu'on a, la taille des arbres, le nombre d'arbres morts au sol. Et tout ça, ça va être autant d'indicateurs qui vont nous renseigner sur la qualité et l'état de conservation du milieu. Et ça va permettre de comparer l'état d'une ripisylve en amont de celle qui est 2-3 km en aval. Et derrière, de proposer des mesures de gestion appropriées pour améliorer cette qualité. Et alors du coup, quand on... Je peux vous demander votre âge ou... si vous voulez bien moi, j'ai 19 là actuellement, bientôt 20 ans dans 4 mois. Et moi, j'ai 20 ans. Du coup, quand on a votre âge, donc relativement jeune, et qu'on fait ce genre de formation, vous ne parlez pas pour tous les gens qui sont dans votre cursus, mais vous deux, en tout cas, comment vous voyez un petit peu la gestion de la nature, la protection de la nature aujourd'hui, la façon dont elle est appliquée, et plus largement, quand vous regardez l'effondrement de la biodiversité, la crise climatique, le dérèglement climatique et les conséquences que ça a, notamment sur justement la gestion de la nature. Quel regard vous avez, vous, là-dessus ? Est-ce que vous avez un regard plutôt optimiste, pessimiste, neutre Moi personnellement je suis assez neutre sur la question parce que quand je suis sorti de GMNF j'avais déjà été mis assez au courant au niveau de la concertation territoriale que ça pouvait être assez compliqué pour faire avancer les choses du côté de l'écologie et de la biodiversité, mais le BTS ça nous a fait comprendre que la plus grosse limite qu'on a en tant que technicien ou écologue, c'est les politiques qui sont dans la zone géographique où on est situé. Et par exemple, on prend la politique de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas forcément tournée vers la préservation de la biodiversité. Et ça peut être un gros frein pour nous, quoi. Enfin, pour faire avancer les choses de ce côté-là, quoi. Ouais, et je dirais aussi qu'il y a à l'heure actuelle des freins politiques au niveau des subventions, par exemple, pour les associations. Par contre, il y a vraiment une demande de la société de préserver cette nature. On ouvre de plus en plus les yeux sur ce qui nous entoure, sur cette fragilité. Et on a vraiment besoin de cet aspect-là. C'est aussi vital pour nous. Et c'est aussi une question de cadre de vie. Donc, c'est des postes qui vont être créés en fait, indirectement par les attentes de la société et qui seront probablement, dans ce sens-là, amenés à se développer de plus en plus à l'avenir, même si à l'heure actuelle, avec les politiques actuelles, il y a des freins qui sont des freins financiers, puisqu'on aime bien faire de l'écologie un bouc émissaire politique. Et après, je dirais aussi qu'il y a toujours besoin. Alors certes, on peut être pessimiste parce qu'on voit qu'il y a un effondrement de la biodiversité, clairement. Mais ça veut aussi dire qu'il y a besoin de personnes qui s'engagent pour préserver cette biodiversité-là. Et tout n'est pas perdu. Et il y a beaucoup d'actions qui portent leurs fruits sur des espèces comme l'aigle de Bonelli qui sont passées de 20 couples à presque 50 couples en quelques dizaines d'années. C'est des choses qui portent leurs fruits et il y a besoin de personnes qui s'engagent. Et donc, si les personnes sont intéressées par ça, il ne faut pas hésiter, quoi. À se lancer dedans. Oui, très clairement, il y a de l'espoir et c'est pour ça qu'on est encore là parce que sinon on aurait fui le milieu très 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 vite. Mais oui, moi je suis partisan du fait que tout le monde devrait avoir des connaissances naturalistes parce que ce serait un énorme tremplin pour la préserver parce que les gens seraient plus conscients de son existence, tout simplement. Parce que rien que le fait de savoir différencier une mésange bleue d'une mésange charbonnière, c'est juste, ça donne une envie de connaître et une envie d'aider. Mais on est là pour ça, quoi. On est là pour transmettre ce savoir et pour faire avancer les choses du côté de l'écologie, quoi. Et je dirais que ça repose vraiment sur des personnes qui ont envie de faire connaître et de préserver cette nature. Si demain ces métiers disparaissent là, il n'y a plus de limite.
à la destruction de la nature. Mais c'est intéressant parce que Anthony, tu disais, bon, il y a des freins politiques, ça je pense que tout le monde s'en rend quand même compte assez facilement. Et tu disais, par contre, il y a une vraie demande de la population, de la société civile, de la protection de la biodiversité, la préservation de la nature. Comment vous analysez du coup ces freins politiques ou administratifs? S'il y a une demande, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des freins à votre avis? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il n'y a pas forcément d'écoute aussi derrière. Il y a aussi on aime bien, plutôt que de remettre en cause l'agriculture actuelle et par exemple et dire voilà, il y a peut-être mettre le doigt sur certaines problématiques, on va préférer dire que c'est le castor qui va construire son barrage, qui va inonder et qui va faire que la pâture n'est pas cultivable, par exemple. On va toujours préférer remettre la faute sur la nature plutôt que pointer les vrais problèmes. Et du coup, on va couper les subventions et puis on va monter les agriculteurs et dire, par exemple, monter les agriculteurs contre l'OFB et dire, au final, ils sont là plus pour vous embêter qu'autre chose. Et donc, c'est vraiment politique et c'est des choix, en fait. C'est vraiment des choix et la population, là-dedans, n'est pas forcément entendue. C'est plutôt des choix plutôt personnels pour camoufler, je pense, certains dysfonctionnements, quoi. Et puis les politiques ils peuvent avoir tendance soit à faire des promesses qu'ils ne tiennent pas, soit à disons, se mettre plutôt du côté de la population et dire que les vrais problèmes à régler, avant tout, c'est pour les Français qui ont beaucoup de soucis dans leur vie. Mais l'écologie, ça reste quelque chose de très très important et donc il la laisse au second plan. Et donc il touche un peu les gens en plein cœur en leur disant on va essayer de vous sauver vous avant de sauver la nature, sauf que ça marche pas comme ça parce que l'un on va pas sans l'autre, quoi. Voilà. On fait partie de la nature. Si on ne sauve pas la nature, on ne nous sauvera pas nous, quoi. C'est ça. Et est-ce que vous avez l'impression, du coup, tu parlais de... il faut que les gens connaissent la nature, connaissent mieux la nature. Vous avez l'impression que si les gens, de manière générale, la population de manière générale, connaissait mieux les animaux, les plantes qui vivent autour d'eux, le monde irait mieux, pour le dire comme ça, les choses seraient différentes, seraient mieux prises en compte? Et je pense clairement que la connaissance amène l'envie de protéger. Et moi, par exemple, ma mère est enseignante en école primaire. Et ça m'arrive très régulièrement qu'elle me raconte qu'il y a des enfants qui ne savent pas différencier une tomate d'un poireau. Et donc, déjà, si on part de cette base-là, il va falloir vraiment changer les choses pour que les enfants... Enfin, à partir du plus jeune âge, les gens aient des connaissances réelles. Enfin, parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, mais on se rend compte qu'il y a énormément de choses concrètes qui ne sont pas apprises. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément l'éducation chez eux. Et donc, que ce soit les tomates et les poireaux ou une mésange bleue ou une mésange charbonnière, ça reste la même chose. Et c'est des connaissances qui sont importantes après pour préserver la nature. Ouais, et aussi développer, apporter les connaissances, etc. Et vraiment faire connaître ces espèces-là, du coup ça va permettre de développer un intérêt et aussi une sensibilité vis-à-vis de la nature. On est quand même assez déconnecté, on est beaucoup abasourdi par beaucoup d'informations, mais pas beaucoup par ce qui se passe, qui viennent de parfois très loin, pas forcément de ce qu'on a autour de chez nous. Et ça, derrière, ça peut vraiment engendrer un vrai bien-être, quoi. Enfin, je veux dire, nous, en tant que naturalistes, on s'ennuie absolument jamais. On a toujours des choses à faire, on a toujours des choses à aller voir, à aller découvrir. Et c'est vraiment plonger dans un monde et retrouver cet aspect sensible et ce lien qui nous unit avec le vivant qui nous entoure. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi essentiel, parce qu'après ça se retranscrit aussi dans les échanges humains, dans les rapports les interactions qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent et aussi avec les animaux, etc.
On le voit, hein, juste nous on fait des sorties naturalistes, on a passé une mauvaise journée, on a le cafard, c'est vraiment l'horreur et en fait on se retrouve devant un oiseau et on est comme des fous. Bon après nous on n'est pas le meilleur des exemples parce qu'on est vraiment cinglés, mais je pense que ça peut amener du baume au cœur à tout le monde d'avoir un minimum de connaissances là-dedans et puis surtout une conscience qui est vraiment très très importante que tout le monde devrait avoir maintenant. Une conscience peut-être aussi du coup du fait d'appartenir au même monde que... Parce que là, on a peut-être l'impression quand on dit ça que la gestion de la nature, la protection de la nature, c'est protéger telle espèce ou telle espèce. Mais non, vous avez bien parlé tout à l'heure de milieux en plus. Hein. L'idée est bien de protéger les milieux dans leur globalité. Et ces milieux, quelque part, on en fait partie aussi. Ouais, complètement. Je veux dire, on est fait nous-mêmes de matière organique. Cette matière organique, c'est quelque chose qui... ça circule. On se nourrit d'êtres vivants. Donc à partir de là, on dépend de ces êtres vivants-là. Donc il y a un aspect survie de l'humanité qui est évident. Toutes les espèces sont liées entre elles et on n'échappe pas à la règle. Demain, si l'entièreté de la biodiversité disparaît, l'humanité n'y survivra pas. Et pour moi, il y a aussi un aspect, on va dire, plus philosophique, si on peut dire. Aujourd'hui, on a le choix de choisir si dans 50 ans, on sera dans un monde où il n'y a plus rien qui nous entoure et il n'y aura plus que nos écrans, en fait, et des nourritures de vraiment piètre qualité, ou alors un monde vivant, où on a des choses à voir, où on peut encore s'émerveiller et où il y a encore une place pour cette sensibilité et pour l'émerveillement. Et puis je pense que aimer la nature, ça amène une sorte d'empathie, et si tout le monde avait cette empathie envers la nature et comprenait qu'il en faisait partie, et je pense que même entre nous humains ça irait déjà beaucoup mieux parce qu'en fait on se comprendrait mieux les uns les autres et on comprendrait qu'on n'est pas si différents tous parce qu'on peut accepter même des choses qui sont complètement différentes de nous, genre une limace de mer. Comprenons les limaces de mer pour nous comprendre nous-mêmes. C'est ça. On peut finir là-dessus. C'est tout à fait ça. Ok, très bien. Merci énormément pour cet entretien et votre esprit critique très aiguisé. Merci beaucoup aussi à celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.